Ouais, Ouais. bonjour à tous et bienvenue dans les pieds. Chacun chez soi, le podcast 50% audio, 50% instrument de musique et 100% confiné aujourd'hui, voilà. Toujours en partenariat avec Sennheiser et Antelope. Je suis Grégoire Nachboer, alias Redled, et sont présents aujourd'hui autour de moi Arnaud QF alias Liostenios. Comment ça va? Et ben ça va bien. Alors pas tant confiné que ça parce qu'on est quand même dans les mêmes bureaux, mais pas dans les mêmes pièces, Voilà. pour des raisons techniques. Mais voilà. Bah, ouais, on respecte la distanciation sociale. On est dans un demi-confinement, sachant que bon, visiblement, on va reconfiner bientôt. Enfin, il y a des gros risques pour qu'on Exactement. reconfine. Donc, Alors, par contre, tu n'es toujours pas allé chez coiffeur, il me semble. Quoi, de ce non. que je vois. Et c'est une catastrophe. J'ai une coupe de confiné et c'est une catastrophe. Je l'avoue. Très belle coupe, pardon. Et JB Leclin, alias Hushman, est aussi là. Comment ça va, Yes, Rotabé? ça va bien, je suis toujours pas allé chez le coiffeur non plus, comme Ouais, vous mais pouvez toi, ça le se voit moins. remarquer. Tu vois, curieusement, Ouais, quand c'est même, hein. voilà, 5 cm de plus, ça se voit pas trop. Et toi non plus, Laura, car nous avons l'honneur d'avoir Laura Cox. Est-ce que tu es allée chez coiffeur, Laura? Non, mais je les avais coupés trop courts avant le confinement, justement. Donc là, c'est bien, ça repousse un Ah peu. bah c'est parfait, c'est Ah, je suis nickel. contente de pouvoir, en tout cas. Ça fait du bien de voir des gens, même si c'est derrière un écran. Exactement, ouais, Oh. c'est clair. Bah, en tout cas, merci de venir. Donc, Laura Cox, guitariste chanteuse. Bah, merci d'être là avec nous virtuellement. Comment ça va? Ah ouais, vite. Bah, ça va mieux que ces dernières semaines. Vu que là, on commence enfin à avoir des nouvelles sur ce qui va se passer pour la suite avec le groupe, les concerts et tout. Ouais, Ça va se concrétiser un peu. On a eu énormément d'annulations là, pour cet été. ouais. Mais du coup, ça va mieux là parce que je ressors, je souffle un peu, je vois des gens, donc ça fait du bien, quoi. Ah, Ouais. bah, c'est cool. Ouais, parce que raconte-nous comment ça s'est passé un petit peu le confinement pour toi. Bah, j'étais toute seule, cloîtrée Ouais. chez moi. Tout ça là. Ouais, avec mes guitares. Les premières semaines de confinement, j'étais super motivée, nouvelles compos, des maquettes, toutes les semaines, nouvelles maquettes. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de délaisser, alors je sais pas si c'est une bonne chose, mais de faire une petite pause dans la musique. Et puis, juste pour quelques semaines, et je commence à me mettre au skateboard. Ah, Ah ouais, yes, trop bien. Ah, t'es joueuse parce que moi, la grosse angoisse que j'avais pendant le confinement, c'était de me dire, ouais, faut surtout pas, tu sais, se brûler, se verser une casserole d'eau chaude sur le. C'est clair. Et tu vois, Clair, tu ouais. fais du skate, tu pètes une jambe, tu dois aller aux urgences en plein Et en confinement. même temps, je me suis dit, tous nos concerts de l'été sont annulés, j'ai le temps de me casser les deux bras, les deux jambes, Ouais. on reprend en octobre. C'est Mais clair. non, je fais attention, bien attention. Mais tu fais du skateboard chez toi, du coup? Pas dans les rues, tu vois. Non, chez moi, mais aux alentours, il y a des petits parcs et des pistes cyclables et c'est cool, c'est plutôt agréable. Bon, et donc tu t'es rien pété, c'est bon. Pour l'instant, non, tout va bien. D'accord, Un d'accord. petit kickflip en petite démo skateboard, Laura. Allez, Non, mais c'est ce que je vais pas préciser, c'est skateboard, balade, tranquille, je fais pas de figure D'accord. longboard même, mais c'est plutôt balade tranquille, quoi. d'accord. Rando skate, quoi. Bon, et donc les activités reprennent un petit peu. Ouais, j'imagine que le moral, ça devait pas être foufou, quoi, parce que t'avais plein de concerts prévus cet été, non? Ah ouais, bah on avait environ 2 concerts par semaine. En gros, tous les week-ends, quasiment, on avait des concerts, dont le Hellfest. Ouais. Et du coup, bah, c'était la dépression, là, quand, Ouais. Ah ouais, grave. quand on a commencé à nous dire qu'on allait se confiner. Et c'était en mars, je me suis dit, ça va, on a le temps de se confiner, de ressortir. Pour Ouais. le Hellfest, c'est mi-juin, ça ira pour cet été. Et en fait, non. Donc, Ouais. mais au moins, voilà, la plupart des festivals où on devait jouer cet été sont reportés pour l'année prochaine. D'accord. Et là, on a quand même 1 ou 2 petites dates qu'on va avoir cet été. Pas grand-chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien, quoi. D'accord. Ouais. Et Ça donc, permet de reprendre doucement, tranquillement. Ouais. donc t'as quand même des dates prévues. Bon, bah, c'est cool ça. Pas beaucoup. Je crois qu'on va en avoir une en juillet et une en août, quoi. Ouais. Au lieu d'une une trentaine sur l'été. Ouais, mais ça te laissera le temps d'y aller en skate. C'est cool. Ah, grave. Avec les roadies, tous en skate, quoi. Alors, on Avec espère- les choses à roulette. Ceci dit, pour pousser l'ampli, c'est assez pratique, hein, le 4x12. pratique, ouais. Bon, il faut Ouais, peut-être grave. 2 skates quand même, un 4x12. Ouais, mais, faut peut-être 2 ça peut être pratique, quoi. Et donc, ouais, alors du coup, ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que tu t'es dit, toi, quand le confinement a commencé, est-ce que tu t'es dit, ah merde, tiens, bah alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a eu des idées qui te sont venues? Par exemple, on a vu pas mal d'artistes, tu vois, faire des lives sur les réseaux sociaux et tout ça. Toi, ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que du coup,
quelques-uns, mais ouais, pas beaucoup, parce que ça m'a vite lassé ces histoires de live de chez nous. Ouais. Mais on a fait un ou deux trucs avec le. On a fait un live caritatif pour Harley Davidson il y a un mois. J'ai plus la notion du temps du coup. Mais D'accord. on a fait un live caritatif. Ouais. Et puis j'ai fait un petit live pour Woodbrass aussi, des petits questions-réponses avec les fans. Mais sinon, non. Ouais, non, sinon j'ai énormément joué, quoi. J'ai profité de mon temps. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, toi, t'es né comme une artiste confinée à la base. Parce que quand t'as commencé, c'est-à-dire il y a plein d'artistes là qui pendant le confinement se sont rattrapés en faisant des vidéos YouTube ou enfin des lives vite fait. Et toi, oui, t'as commencé comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Et bizarrement, j'en ai pas fait plus pendant le confinement que je voulais. C'était mes bonnes résolutions. Et finalement, non, j'essayais de sortir. Je profitais de mon heure d'autorisation là, avec l'attestation pour aller sortir un peu tous les jours. Mais faut que je me motive à poster un peu plus sur YouTube. Je me dis ça tout le temps et je le fais jamais. Mais bon, j'ai de la chance que les gens soient toujours là, derrière à regarder, quoi, et à continuer à suivre après toutes ces années. Ouais, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, revenir un petit peu sur tes débuts, comment ça a commencé? Déjà, comment t'as commencé la guitare? Comment t'as appris, à quel âge? J'ai commencé, j'aurais aimé commencer plus tôt. Je sais qu'il y a des gens qui commencent vers les 5-6 ans. Moi, mes parents ne sont pas musiciens, donc ils m'ont jamais poussé à commencer un instrument. Mais l'envie m'est venue avec mes amis du collège quand j'étais, je crois, en 3e, autour de 15 ans. De mes 15 ans. Et donc là, j'ai commencé la guitare avec un prof de façon classique. J'ai fait 1 an de guitare classique et ensuite je suis rapidement passée à l'électrique. J'ai eu la chance d'avoir, j'ai la chance d'avoir un père anglais. Donc, ce qui m'a toujours fait écouter est sûrement différent que s'il avait été français, quoi. J'ai cette culture un peu de musique rock, classique rock, que ce soit américain, anglais, de la vieille country. J'ai eu la chance d'avoir cette bonne culture musicale en plus de mes origines françaises. Et je pense que ça a joué quand même dans mon envie de commencer la guitare. Et donc ça, c'était vers mes 15 ans. Et puis, il me semble 2-3 ans après avoir commencé la guitare, je passais énormément de temps sur YouTube à regarder d'autres YouTubeurs reprendre des solos de classique rock, des gros morceaux qui me motivaient. Et j'ai eu envie de faire la même chose parce qu'ils me motivaient à jouer. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu un challenge, je vais essayer de reprendre ça. Et puis si j'arrive à me filmer et motiver d'autres personnes, c'est cool. Et à cette époque, je crois qu'on était en 2006. Il me semble que j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube en 2006. Ouais, c'est au tout début de YouTube alors, du coup. J'ai pas regardé, mais YouTube devait pas être très vieux. Peut-être qu'il existait depuis peut-être 2 ans. Je n'ai pas fait de recherche, mais il y avait pas énormément de gens sur ce créneau à l'époque. Et ce qui fait que ça. Avec ma petite webcam, j'étais. Mais ouais, sinon ça a commencé comme ça et les gens m'ont suivi d'année en année, même quand je postais rien pendant 6 mois, il y avait toujours. Voilà, j'ai pas perdu la petite fanbase, donc c'est cool, ça a évolué. Et t'as une belle fanbase. Ah, t'es souhait, Arnaud. T'as une fanbase. Geste barrière, quand même, c'est pas mal. Un vrai pro, quoi. Un vrai pro du geste barrière. Et t'as combien d'abonnés maintenant sur ta chaîne YouTube? T'en as énormément, hein. J'ai peur de te dire des bêtises. Je sais que j'ai passé les 100 millions de vues pendant le confinement, au début du confinement. Super. Et en abonnés, je dois pas être loin des 500 000, mais j'ai un doute. Je veux pas dire de bêtises, je suis peut-être à côté de la plaque, dans les 400 000, 500 000, je pense. J'ai tendance à poster des vidéos et ne plus jamais aller regarder les stats ni les. Je suis un peu comme ça, donc je fais pas trop attention. Qu'est-ce qui marche le plus quand même? Tu sais, t'as idée quand même de ce qui marche le plus ou pas? Dans le contenu que je poste. Ouais, c'est les reprises de gros solos connus, quoi. D'accord. Genre les trucs que je fais un peu moins maintenant, mais des reprises de solos de Slash ou de Dire Straits, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est ce qui me motivait et c'est ce que les gens avaient envie de regarder. Là maintenant, le contenu que je poste sur YouTube est un mélange de ce genre de choses, des reprises, mais maintenant il y a parfois un peu de test matos et encore là j'évite d'en faire parce que ça me ressemble plus trop. Et des impros ou compos du groupe ou même des clips. Là plus récemment, c'est des clips. Ouais, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des clips super bien réalisés là avec ton groupe. Ouais, grâce à Émile Paquet, quoi. On a eu la chance. C'est grâce à notre maison de disques Very Records qui supervise tout ça et qui nous aide énormément là-dessus.
là, pour notre dernier album, on a eu la chance d'être bien entourés, que ce soit au niveau de l'enregistrement de l'album que de la production des clips. Ça a été de super expériences. Ouais, et d'ailleurs, tes influences, du coup, avec ce groupe-là, tu mettrais qui comme artistes qui t'ont donné envie de jouer de la guitare, évidemment, mais aussi qui, voilà, pour toi, ce qui se rapproche le plus du groupe, pour donner envie aux gens qui connaissent pas forcément ton groupe, mais pour leur donner envie d'écouter. C'est dur à dire parce que déjà le premier album et le deuxième sont un peu différents. C'est vrai que dans le premier, tu sentais que c'était notre premier, donc tu as un peu plein d'influences. Tu entends à la fois des trucs qui ressemblent à du Lynyrd Skynyrd, que du ZZ Top, que du AC/DC. Ouais. Et pour ce deuxième album, bon, les influences de base restent les mêmes, hein, ça reste du classique rock. Mais pour ce deuxième album, on a des sonorités un peu plus modernes, il est globalement un peu plus sombre. Mais on reste sur les mêmes influences de base, quoi. D'accord. Et moderne, pour toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu écoutes comme rock moderne, comme on dit? Parce que c'est vrai que moi j'ai écouté beaucoup de rock dans les années 2000 et c'est vrai que tu vois, je kiffais des groupes comme les Arctic Monkeys, Franz Ferdinand et tout ça. Je trouvais qu'il y avait vachement de groupes de rock et je trouve que dans les années 2010, ça s'est vachement tassé, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors c'est pas du tout les groupes que tu as cités, c'est pas du tout ce que j'écoute. Ouais, c'est pas du classique rock pour le coup, ouais, effectivement. Ouais, mais même en ce moment, enfin ces dernières années, j'écoute énormément de, je sais pas si vous voyez Black Stone Cherry, j'adore, c'est un espèce de stoner sudiste. Il y a Hellstorm aussi avec Lizzie Hale au chant. Je la trouve fabuleuse niveau chant. Pour moi, c'est la meilleure. Incroyable. Ah ouais, c'est en live. Je les ai découverts et appréciés en live. C'est là où ça prend toute son ampleur. Mais ouais, Blackstone Cherry, Hellstorm, Blackberry Smoke, qui sont un peu les Lynyrd Skynyrd plus récents. Et puis Rival Sons, que j'adore, pareil. Et des groupes un peu plus psychédéliques comme Blues Pills, qui s'étaient mis en stand-by là, ces dernières années, mais voilà, en musique plutôt récente. Et maintenant, bizarrement, j'écoute plus ça que mes influences classiques rock que j'avais quand j'ai commencé la guitare, quoi, parce que c'est rafraîchissant, je trouve, ça fait du bien. Ouais. Donc pour toi, quand même, dans les années 2010, il y a beaucoup de groupes de rock, quoi. Il y a quand même une scène assez importante, quoi. Peut-être je m'intéresse peut-être pas au bon groupe, je sais pas. Après, non, c'est pas ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes goûts. Mais, ouais, c'est possible. Tu t'intéresses pas au bon rock. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis plus trop rock, en fait, c'est peut-être ça mon problème. Mais tu m'as cité que des groupes anglais, je crois, et globalement, je suis plus du côté américain. Ah bah c'est marrant, tiens, d'ailleurs, après avoir un papa anglais, parce que c'est ce que j'allais te dire, pour moi, l'Angleterre, c'est... Johnny Cash, il y a un côté country, je crois, chez Laura aussi. Oui, vachement. j'adore la country, bizarrement. Dans ton jeu, non, il y a des trucs. Il y a du slide, beaucoup. Je joue aussi avec main droite, c'est un hybride médiator doigt qui se fait pas mal en country et que j'utilise en fait, même en rock, que je trouve je trouve ça plus facile de maîtriser le jeu rapide en utilisant les doigts plus que le médiator. Mais en termes de matos et de son et de jeu, c'est vrai qu'on entend quand même pas mal d'influence country dans notre musique. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez entendu cette anecdote, alors je sais pas si l'un de vous trois peut me confirmer, mais moi j'avais lu quelque part qu'en gros le tapping dont on attribue souvent l'invention à Van Halen, en fait c'était une technique qui était utilisée en country avant même que Van Halen le popularise avec Eric Chum. Je pense que j'ai entendu ça aussi, et j'ai plus le mot en tête et je sais plus s'il parlait de blues ou de country, mais j'ai vu passer ça il y a quelques mois effectivement. Enfin, c'est rien d'étonnant d'avoir l'idée de taper sur sa guitare. Mais, oui. Après, c'est sûr. C'est marrant, Laura, tu as pas mal d'influence en termes de ce que tu joues, ce que tu écoutes, mais tu as aussi pas mal d'influence et tu sais la façon dont doivent sonner tes albums. J'ai entendu dans pas mal d'interviews où tu disais que tu avais des références sonores assez précises, notamment un album de Airborne, Stiff Upper Lip d'ACDC aussi, je crois, dont tu aimes beaucoup le son. Je trouve ça super intéressant d'avoir aussi des influences de production aussi marquées, quoi. C'est tellement dur de sonner comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que les Américains ou les Canadiens qui arrivent à faire sonner ce genre de truc, mais ça c'est aussi grâce à Mathieu Albiac, qui est l'autre guitariste du groupe. C'est lui qui m'a motivé à monter le groupe à la base, on l'a monté ensemble, et c'est un énorme fan de AC/DC, Airborne, c'est un peu ces groupes-là qui nous ont réunis, et même si maintenant c'est vrai que j'écoute un peu moins, je reste tout autant fan. Et en termes de son, pour moi, c'est des vraies références de mur du son, un gros son compact, pas trop de disto, pas trop de saturation, juste un gros overdrive
et qui t'envoie comme un coup de tonnerre, et je trouve que c'est ça, ouais, c'est notre référence. Ce qui est étonnant chez Asdes, c'est qu'ils arrivent à avoir ce côté mûr du son, mais même en live, parce que bon, en studio, on est habitué en doublant, triplant, quadruplant les guitares, à ce que ça sonne énorme, mais ce qui est incroyable, c'est de voir Asdes en live et d'avoir ce truc massif, quoi. On se prend les 4 notes dans la tronche. Des histoires de tirant de corde, enfin, je pense que ça vient beaucoup du poignet, j'allais dire le poignet de Malcolm Young, mais bon, ces dernières années, il était plus là. Mais je pense que pour avoir un gros son, il ne faut pas nécessairement une tonne de saturation ni d'overdub et en piste de guitare. Ouais, c'est clair. C'est Ronda qui nous disait qu'il jouait avec finalement un très petit crunch, mais par contre il attaquait vraiment comme un bourrin. Ouais. Et du coup, à la fin, c'est saturé, quoi. Ouais, je pense que l'attaque joue énormément là-dedans. Après, c'est super dur d'attaquer fort et de jouer vite, quoi. Parce que j'allais dire, quand tu attaques fort, tu crispes forcément un peu. Enfin, c'est un truc à. Faut trouver le bon compromis. Je pense il faut trouver sa technique, le truc qui te convient et qui marchera avec toi et pas forcément avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que et moi, j'essaye de compenser ça parce qu'en étant une fille, j'ai pas naturellement, j'attaque pas comme une brute. Donc, je sonne pas comme Mathieu, l'autre guitariste de mon groupe. Quand on fait les balances, il envoie un accord, on entend que c'est lui, quoi. C'est pas un son de fillette. Mais... toi, tu trouves qu'il y a, tu trouves qu'on peut entendre justement, il y a une approche féminine ou masculine de la guitare, enfin dans le toucher, dans tout ça. J'ai l'impression. Après, voilà, j'ai pas envie de dire ça de façon péjorative parce que. Non, bien sûr. Mais je trouve que, dans le jeu des filles, c'est peut-être un peu cliché, mais je trouve qu'il est plus fin. Et dans le jeu des garçons, t'as quand même le côté plus massif qui ressort, même si. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent non, mais il ne faut pas faire de différence. Je suis d'accord que je suis mal placée pour dire que le rock n'est pas fait pour les filles. Là, je suis à fond dedans et j'adore ça, mais j'entends quand même une différence au niveau du toucher et du son. Et je retrouve ça, par exemple, quand j'entends Nita Strauss qui joue avec Alice Cooper ou Joan Shaw Taylor qui est une guitariste de blues et tout. Quand je les entends jouer, je reconnais ce petit truc que j'ai aussi, en fait, bizarrement. Et, voilà. Sheryl Crow aussi a cette petite touche un peu plus délicate que. Je la considère pas trop comme une guitariste. J'adore, c'est une de mes influences principales et c'est une de mes artistes préférés. Je l'adore, mais c'est vrai qu'elle, pour moi, c'est pas ma référence en termes de guitare. Non, bien sûr. C'est pas elle qui avait commencé choriste de Michael Jackson, c'est ça? Si, c'est ça. C'est une songwriter, enfin elle est pas. C'est pas une guitariste lead. Bien qu'elle ait une guitare signature chez Gibson. Et même chez Fender. Elle a une télé signature chez Fender, mais c'est des guitares hors de prix. Je sais plus à combien elle était, c'est plus de $5,000, il me semble. Et chez Gibson, c'est une acoustique, elle a plusieurs acoustiques. Dont, moi j'en ai une ici parce que Gibson a la gentillesse de me prêter une acoustique. Donc au showroom, j'ai récupéré une petite acoustique Sheryl Crow là, que j'adore. Et effectivement, ce sont de super bonnes guitares. C'est quoi comme modèle exactement? Enfin, c'est un truc spécial pour elle ou c'est une J200, je crois. C'est basé sur. Alors, elle a eu plusieurs modèles, mais celle-ci est basée sur une Southern Jumbo, c'est ça, une J. J200. D'accord. J200. Une grosse guitare quand même. Grosse guitare. Par rapport, elle est un peu plus compacte que ces autres signatures qui sont basées, il me semble, sur des. Je crois qu'ils appellent ça les country western ou western. C'est pas basé sur des hummingbird ou ils sont quand même vachement plus encombrants. Celle-ci, ce que j'aime bien, c'est justement qu'elle est pas énorme, quoi. Alors ça existe, je crois, des mini J200 entre guillemets, je crois. Tu as des guitares qui ont des formes de J200, mais en plus petit, quoi. C'est possible. J'ai pas tous les modèles, tout le catalogue Gibson en tête, mais ça doit exister. Alors en parlant de Gibson, justement. Parlons de Gibson, hey. Alors qu'est-ce qui se passe entre Gibson et toi? Raconte-nous tout. Déjà, depuis que j'ai commencé la guitare, j'ai toujours plus ou moins joué sur des formes Les Paul, que ce soit chez Epiphone, Gibson ou d'autres marques. J'ai aussi joué sur Bacchus ces dernières années, qui est une marque japonaise. Et là, ces derniers mois, à la fin de l'année dernière, Mathieu, mon guitariste, me dit j'aimerais bien contacter Gibson, ça fait des années qu'on joue dessus. Et lui aussi était intéressé, il a toujours joué sur SG. Et du coup, on a eu rendez-vous au showroom Gibson, on a un peu discuté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est sortis tous les deux endorser, même si moi j'y allais juste pour discuter. Je m'attendais pas du tout à ça, mais le contact a été super bon. Et puis, je me dis que c'est cohérent avec notre musique, avec ce qu'on a toujours véhiculé. Et puis, c'est pas rien, quoi. Donc, on en est super fiers.
Et depuis, ça s'est fait assez rapidement parce qu'on a eu notre premier rendez-vous avec eux, je crois que c'était en octobre ou en septembre. Et puis en janvier, ils m'ont emmené au NAMM à Los Angeles pour ma première fois aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. Et Très bon accueil d'ailleurs au NAMM. Ouais. Ah ouais, non, c'était le rêve, quoi. J'étais un peu stressée parce que ma première fois aux États-Unis, puis première fois avec Gibson au NAMM et tout, et j'avais un peu peur, mais au final, ça s'est super bien passé. J'ai vu des trucs que je pensais jamais voir, des concerts, des espèces de concerts privés avec Slash, Billy Gibbons, Don Felder, Lizzie Hale, il y avait tout le monde. Alors, Billy Gibbons, c'est comme un gros habitué du NAMM. Et en fait, ce qui est marrant quand même, ce mec qui est un guitariste extraordinaire avec un toucher de dingue, mais c'est que c'est quand même une année, il est endorsé par Fender, une année par Gibson, il joue tous les râteliers. Il est hallucinant. Il y a Seymour Duncan aussi. Ouais. Mais lui, il peut se le permettre, je pense. Il y a des artistes comme ça, comme Barry Sheryl Crow, qui a des signatures chez Fender, chez Gibson. Oui. Et les plus gros, à mon avis, ils peuvent se permettre de faire ça. Et le truc qui est incroyable chez Gibbons, c'est que quelle que soit la grade sur laquelle il joue, ça sonne Gibbons. Ouais. Et c'est là où on se rend compte, c'est-à-dire que il peut jouer sur une Les Paul, sur une Strat, ça sonne comme lui, quoi. C'est ouf. Ça doit être le Pesos. C'est ça. C'est le Pesos. Et il a un tout petit tyran aussi, je crois qu'il joue sur du 8,42 ou du 8,38. Je sais plus exactement. Mais Et toi, tu joues sur quoi d'ailleurs? Moi, alors, entre les années, je change d'avis un peu chaque année. Ouais, bah tu as le droit, hein, tu sais. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. On va bien me fixer sur un tyran, mais globalement, ça reste toujours du 10,46. En fonction des guitares, quand elles sont un peu plus dures à jouer, je la passe en 9,46. Mais quand c'est sur Les Paul, je me sens bien en 10,46. C'est pile le bon compromis. Sur un diapason type Gibson, quoi. Ouais, diapason type Gibson et accordage standard. Après, on a d'autres chansons qui sont accordées un ton en dessous en ré standard, où là, je suis en... je sais plus si je crois que je suis en 11,48, juste un petit tirant. Et puis toutes les guitares un peu type Fender, c'est vrai que là, je préfère du 9,46. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de tirant type, mais ma guitare principale, en théorie, c'est du 10,46, quoi. Alors, c'est quoi ta guitare principale, justement? Alors, je sais pas si vous allez la voir là dans le petit cadre, mais je l'avais prise à côté de moi au cas où. C'est la dernière que j'ai récupérée de chez Gibson. Ah, trop bien. C'est leur dernière junior de la Original Collection. Donc, c'est la série de 2019. Attendez, je pose ça, je reviens. Et du coup, je l'ai eu en même temps que notre endorsement à la fin de l'année dernière. J'ai mis un petit temps avant de m'adapter à cette guitare, mais ce que j'adore avec les juniors, c'est que c'est un espèce de mélange entre le côté de la télé que j'aime bien, cette espèce de twang et de côté vraiment simple et brut, et le côté vraiment Les Paul, quoi, que j'ai toujours affectionné. Donc, je me retrouve vraiment. Et ce que j'adore aussi sur cette junior, c'est le manche. Il est vraiment rond et gros, il tient bien la main. Je crois que c'est un Vintage 5 ou un profil dans ce genre. Et elle est moins lourde qu'une Les Paul standard, donc ça en live, ça aussi, ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas de micro-manche, ça, tu t'en fous. Quoi, je veux dire, toi, t'es plutôt chevalet. Non, c'est pour le jazz, le micro-manche. Ça sert à rien, les micro-manche, mais c'est vrai que non, j'aime bien le côté simple et brut de cette guitare. J'aime beaucoup. Okay. Donc voilà, là, depuis que je laisse, c'est ma guitare principale depuis la fin de l'année dernière et je pense que ça va le rester pendant un moment. Ouais, elle est trop belle en plus. Moi, je trouve ça bien, les guitares à micro. Tu sais, moi, tu te prends pas la tête avec le sélecteur, t'as pas d'hésitation, tu te dis pas. Tu réfléchis sur guitare, tu joues, quoi. C'est ça, tu te perds pas tu te perds pas dans tes pensées au moment de jouer. En gros, tu te concentres sur ta musique et pas sur le côté électronique de la guitare. Donc, puis j'ai envie de dire, si tu veux des nuances, tu bouges ta main droite, quoi. Enfin, tu vas un peu plus vers le manche ou vers le chevalet. Ça t'oblige à trouver des petites combines comme ça et peut-être même à être un meilleur guitariste, à t'adapter. C'est pas la guitare qui s'adapte, c'est toi qui essaye de t'adapter un peu à la guitare. Et tu joues un petit peu en son clair aussi ou c'est vraiment crunch très peu. Jamais en clair. C'est vrai que c'est tout le temps au moins crunch. Rarement en son clair. Ouais, c'est quoi d'ailleurs ton rig, on va dire, que tu utilises? Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Donc, on commence, t'as Les Paul. Ça, Les Paul Junior. Le jack. Le jack, il va où en fait? Le jack. Mon jack, il va dans mon pedalboard, qui est assez, qui est assez simple, qui prend de la place, mais qui est quand même assez simple. Pour moi, j'ai que le principal.
mon sans-fil, j'ai un sans-fil Sennheiser. Ensuite, j'ai accordeur boss standard. Et après, niveau overdrive, j'ai 2 overdrive que j'utilise principalement. C'est un overdrive de chez Anna Sounds, qui est une marque française. Cocorico. Les Niçois. Je les aime beaucoup. En plus, Alexandre Hernandez, le fondateur, il est super sympa. Et donc, j'utilise cet overdrive Savage de chez Anna Sounds, qui est une espèce de... pas de réplique, mais qui est inspiré du Clone Centaur, qui marche vraiment bien. Elle-même est une réplique de la Dreamer, qui elle-même... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La Clone, pour le coup, c'est vraiment... Mais d'ailleurs, tu t'en sers comment de cette pédale ? Plus en boost de gain. Mais vraiment, en fait, je pousse le volume assez fort et le gain pas énorme, mais du coup, ça me fait un son un peu plus fat, globalement, avec plus de... plus épais et plus gain. Ça tient un peu le bas, non ? C'est ça, hein ? Ça booste un peu les médiums, non ? Une Clone JB, je dis des conneries ou... Un peu moins que la Chip Screamer. La Chip Screamer est vraiment médium. Et la Centaur, justement, t'as un bouton treble sur le dessus. Ça, je te parle de la Centaur et de mon autre pédale sur la Anna Sounds. Il n'y a pas ça. C'est un bouton de tone, enfin un poteur de tone, mais globalement, elle est moins orientée médium que la Chip Screamer. Et sinon, dans le même style, qui est aussi une espèce de pédale inspirée de la Clone, il y a la G-Rocket Archer. C'est trop bien ça. Un treble que j'utilise, et bizarrement, qui est aussi basé sur la Clone, mais qui sonne pas du tout pareil que la Savage d'Anna Sounds. Et j'ai aussi une solo Dallas, la Storm, qui sont les pédales, alors j'ai pas envie de te dire de bêtises. De la tour Schaeffer Replica, c'est ça ? Replica, c'est ça, qui ont été inspirés des je voulais te demander comment tu l'utilisais, toi, la pédale, comme un boost de gain également, ou tu la laisses tout le temps ? Ok, d'accord. Sinon, je sais que tu peux t'en servir comme une espèce de compresseur limiteur, mais pour moi, c'est un petit boost de volume et de gain. Les 3 pédales d'overdrive que j'ai citées, je les utilise pareil. Alors peut-être que c'est une bêtise, je pourrais peut-être penser à les utiliser de façon plus complémentaire, mais... Donc ça, c'est mes 3 pédales principales. Et ensuite, après, c'est le standard. J'ai une petite wah Moore que j'ai choisie parce que c'est pas une auto-wah, mais elle n'a pas de switch. Du coup, tu poses ton pied dessus. Et comme je suis en concert, j'ai des petits talons. Souvent, j'ai du mal à enclencher les switches des wah. Donc le fait que la petite Moore n'ait pas de switch, c'est pratique. Et globalement, c'est ça. Après, j'ai un petit delay chez Anna Sounds aussi, de Utopia. Un boost de volume qui va dans la boucle d'effet de l'ampli pour que mes solos passent bien quand je passe en solo. C'est un MXR micro-amp. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et puis ensuite, j'ai mon ampli qui est un Orange Rocker Verb 100. J'avais le 50 avant, mais je suis passée au 100 plus récemment. Enfin, plus récemment, c'était en septembre dernier, mais du coup, comme il y a eu le confinement, j'ai l'impression que c'est assez récent. Et branché sur des 4-12. Pareil, avant j'étais sur Rocker Verb 50 sur des 2-12 et maintenant c'est un 100 sur des 4-12 et ça marche très bien. C'est le même son en plus gros, quoi. Tu utilises le Mark III avec l'atténuateur intégré ? Ouais. Ils sont, et pareil sur le Mon 50, c'était aussi la version 3 avec l'atténuateur. Donc pareil, toujours atténuateur poussé au moins à la moitié. Ça sert, il me sert vraiment, il sert vraiment bien cet atténuateur. Il est cool cet atténuateur, ça marche bien. Bon c'est cool. Alors sur le chat, t'as un fan du Portugal qui demande quand est-ce que tu vas faire un concert au Portugal apparemment. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des concerts au Portugal de prévus ? Pour l'instant non, mais j'espère parce qu'on est allé en Espagne. Les derniers concerts qu'on a fait globalement c'était en Espagne début mars. Mais c'est vrai que le Portugal on n'a jamais fait. Donc nous, si on nous veut là-bas, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'on trouve où jouer. Tu m'étonnes. Déjà, je pense que les concerts vont reprendre petit à petit en France. Je suis pas sûre qu'on sorte beaucoup de France dans les prochains mois, mais j'espère. Et puis, on verra. Mais j'espère qu'on viendra au Portugal. D'ailleurs, tournée espagnole avec Jared James Nichols, avec qui tu partages la passion de la Les Paul Junior. Il fait partie, pareil, de mes influences. Quand je parlais de musique moderne, il fait pas de la musique moderne, mais pour moi, quand je dis musique moderne, c'est aussi guitariste actuel. Il fait partie de mes grosses influences aussi. J'adore son style, il a un toucher tellement reconnaissable. Et tourner avec lui, ça a été vraiment une super expérience. On n'a pas fait une très longue tournée, on a été 5-6 dates ensemble, mais c'était vraiment, vraiment cool de faire ça ensemble en Espagne.
Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler un petit peu, revenir un petit peu sur ta formation guitare et tout ça. Est-ce que toi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guitaristes de rock qui ont pas forcément qui sont autodidactes, quoi, toi, qui apprennent en écoutant des disques et tout ça. Toi, c'est ton cas aussi, ou tu t'intéresses un petit peu à la théorie musicale, à essayer de creuser un peu tout ça? J'ai pris des cours les premières années, les 4 premières années, quand j'ai commencé la guitare, j'ai pris des cours. Ensuite, j'ai arrêté parce que je sentais que j'avais assez de bagages pour continuer toute seule. Et à l'époque, on m'enseignait un peu de théorie. C'est juste que, comme j'ai pas pratiqué la théorie depuis des années, j'ai l'impression de ne plus en avoir aucune, en fait. Et c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que ces dernières années, j'ai quand même pris l'habitude de jouer plus à l'oreille ou avec des tablatures quand je veux apprendre d'autres morceaux, mais globalement, quasiment toujours à l'oreille ou en ralentissant des morceaux pour essayer de décrypter des passages. Mais après, je dis pas que je me mettrai pas au côté plus théorique parce que ça m'intéresse et je pense que ça pourrait m'ouvrir d'autres portes. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai pas énormément fonctionné comme ça. Ouais. Oh, bah, je peux comprendre. Et d'ailleurs, toi, tu nous as dit, tu es très classique rock et tout ça. Il y a des styles de musique que tu écoutes, mais que tu joues pas, et tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien essayer de jouer ça. Est-ce qu'il y a des styles Oui, il y a j'essaye, mais il y a du genre le bluegrass. J'adore le bluegrass, tout ce qui est avec des configs banjo, mandoline, contrebasse, guitare sèche, je trouve ça super. J'adore écouter du bluegrass, mais voilà. J'ai pas non plus envie de trop me disperser parce que j'ai envie de progrès. Enfin, je me dis que j'arrêterai jamais le progrès à la guitare et je préfère me concentrer sur un instrument et de devenir meilleur et plus efficace que trop me disperser. Mais j'adore le bluegrass. Je fais un peu de banjo sur scène, mais ça reste assez simple et c'est juste sur une chanson, mais globalement, sur nos albums, j'ai joué du banjo sur une chanson à chaque fois dans l'album. Et tout ce qui est lap steel, pedal steel aussi, c'est des instruments typiques dans la country que j'aime beaucoup. Donc le bluegrass, après, c'est ça. Je me suis toujours dit, le jour où soit j'aurai plus de temps, soit on sera arrivé à un stade avec mon groupe où, je sais pas, on voudra faire une pause ou on tournera en rond. C'est pas du tout le cas pour l'instant. Et puis, à mon avis, c'est pas près d'arriver. Dans peut-être une dizaine d'années, j'en sais rien, mais ça me ferait plaisir d'avoir un espèce de side project de bluegrass où je ferais juste du banjo, où je serais pas chanteuse principale, je serais derrière, soit sur un petit pedal steel ou un banjo à accompagner. Et juste ça me ferait marrer. Bah justement, en parlant de chant, c'est vrai que dans ton groupe actuel, t'es guitariste mais t'es chanteuse aussi. Et c'est un truc que t'as toujours fait, chanter ou pas? La guitare est venue plus naturellement. C'est vrai que j'ai toujours chantonné, on va dire, mais de là à chanter professionnellement, je me suis toujours sentie plus guitariste que chanteuse. Et ces dernières années, j'essaye de remettre les deux capacités au même niveau, en fait. Les deux, c'est de relever là au même niveau, parce que même si au début, je privilégiais vraiment la guitare, et je continue à le faire, parce que ça m'intéresse plus que le chant, je me rends compte que les gens qui viennent nous voir en concert, quand ils sont pas musiciens, remarquent plus la voix qu'autre chose. Donc c'est quand même vachement important pour un groupe. Et ça me motive à vraiment pousser ça, parce que je pense qu'à la base, j'ai pas... je pense qu'il y a des chanteurs qui naissent avec vraiment un grain de voix particulier, avec des prédispositions à chanter. Et je pense que c'était pas mon cas. Et que je dois bosser vraiment dur. Tu prends des cours de technique vocale, du coup Ouais, parce que je sens que c'est vraiment important pour moi et pour le groupe, et j'ai envie de faire progresser ça. Mais autant, la guitare m'est venue assez naturellement, j'ai toujours été intéressée plus par ça, mais je vois très bien qu'avec le groupe et là où on est en train de l'emmener, et puis même pour chanter du rock, il faut avoir... si tu l'as pas dans la peau et dans le sang, il faut quand même avoir un minimum de maîtrise, de technique et tout. Donc, j'ai envie de continuer à bosser ça sérieusement. Ouais, c'est cool. Et est-ce que ça a influencé d'une certaine manière ton jeu de guitare, du coup, le fait de chanter en même temps? Non, je pense pas. Alors, je suis contente parce que j'ai jamais eu trop de problèmes déjà à synchroniser ce que je chante. Comme maintenant, j'ai vraiment l'habitude de le faire. Non, ça me pose pas de problème. Donc du coup, je me suis jamais dit, en tout cas dans le sens, tiens, j'arrive pas à synchroniser ça, du coup je vais changer la guitare ou je vais changer la voix ou chanter différemment. Souvent j'ai une ligne de chant en tête et une ligne de guitare, et je sais que
même si j'y arrive pas dans les 5 minutes à jouer et chanter en même temps, il suffit de bosser un peu quelques jours chez moi et ça rentrera. Donc c'est vrai que j'ai tendance à séparer les deux et, comme si c'était deux personnes différentes et me dire de toute façon en live je sais que je pourrais le faire, je vais le bosser. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire, t'as un autre guitariste, donc tu parlais de ton musicien guitariste dans le groupe. Comment vous du coup vous faites vos parties de guitare justement? Est-ce que tu prends justement en compte le fait que tu sois chanteuse aussi, tu vois, qui prend les solos, les parties rythmiques, comment vous bossez ça tous les deux? Déjà, dans le groupe, on compose tous les deux. Notre bassiste et notre batteur sont là pour arranger, enfin poser leur partie et puis arranger le titre avec nous à la fin. Sinon, c'est vrai que la base de la compo, ça vient de nous deux, donc Mathieu et moi. Et ça dépend vraiment des chansons, en fait. On se fixe pas vraiment une règle. La plupart du temps, dans 90% des cas, ce qui vient en premier, c'est le riff de guitare. C'est rarement les paroles et la voix. Mais tous les deux, on bosse la structure du morceau, toute la partie guitare qui part d'un riff, et ensuite on pose le chant dessus. Et parfois c'est même lui qui trouve, même si c'est moi qui chante, c'est parfois lui qui trouve les paroles et l'air. Il l'a plus fait sur le premier album. C'est vrai que sur notre dernier album, tout ce qui était écriture et chant, je l'ai fait, j'ai quasi tout fait moi-même. Mais c'est vrai que sinon tout ce qui est guitare et chant, on se le partage pas mal, même si c'est moi qui chante. Mais en fait, on se connaît très bien, c'est mon meilleur ami, on est tellement proches que quand je chante quelque chose qu'il a écrit, c'est comme si ça venait de moi, en fait. Donc top, c'est assez... En même temps, Vas-y. T'as écrit plus de paroles dans le nouvel album, là, et tu nous disais tout à l'heure qu'il est plus dark. Ça va, Laura? Dans ta vie? Sombre au niveau... plutôt instrumental, je dirais. D'accord. Aussi des paroles, mais j'essaie de trouver une excuse. Mais aussi, quand je disais plus sombre, c'est vrai que je parlais aussi du côté instrumental, en termes de son, en termes d'accordage aussi. Et voilà. Mais ouais, non, avec Mathieu, c'est vrai que la compo se fait très naturellement. D'ailleurs, là, en ce moment, on en profite. On ne s'est pas vu pendant tout le confinement, donc là, on en profite pour essayer de bosser, d'avancer de nouvelles compos tous les deux pour proposer ça aux prochaines répètes à notre bassiste et notre batteur. Et puis voilà, quoi. Et du coup, je sais plus ce que tu m'as demandé à la base, la question. Je sais pas, mais je sais plus moi non plus. Mais est-ce que du coup, quand vous faites des parties, du coup, vous écrivez des parties, alors c'est toi qui prends les solos souvent ou c'est lui? Ah, c'était ça, oui. Alors, comme le groupe est à mon nom, c'est vrai que la plupart du temps, les solos, je les prends. Et Mathieu, c'est vrai que comme ses références, il est son point fort, c'est la rythmique. Il a une super main droite. Et il adore faire tout ce qui est rythmique, AC/DC. Malcolm Young, c'est sa référence. Du coup, lui, je sais que prendre un solo, limite, il préférera jouer de la rythmique, tu vois. Parce qu'il le fera mieux que moi. Il a une meilleure assise, une meilleure main droite. Mais en fonction des chansons, quand il le sent, c'est vrai qu'on en parle. Je lui dis, tiens, sur cette chanson, tu veux pas faire le solo? Et s'il le sent, il le fait. Après, dans l'album, il y aura toujours plus de solos qui viennent de moi, je suppose, mais on en parle. Et puis, s'il veut faire son solo, il n'y a pas de souci. D'accord. Et pour les rythmiques, vous faites des rythmiques parfois à deux. Comment vous pensez en fait le son? Vous pensez au son, justement au mixage après? Parce que c'est vrai que tu dis de guitares qui sont a priori, qui ont le même timbre, le même registre. Faut bien penser aux parties pour que ça s'emboîte bien, quoi. Alors, nous, ça ne nous dérange pas de jouer les mêmes parties. Il y a énormément de chansons où on joue la même chose et on n'a pas exactement le même son. Je suis sur Orange, il est sur Marshall, il a une autre attaque. Donc du coup, souvent, en tout cas en live, ça se complète bien. Après, on rajoute parfois des parties harmonisées qui viennent apporter un peu de relief à ces parties rythmiques. Mais c'est vrai que ça ne nous dérange pas d'avoir un espèce de mur qui joue le même riff. Ça grossit le son, quoi. Et c'est vrai que dans le rock... et parfois je joue la même chose à l'octave ou à la tierce. On arrive toujours à trouver des trucs qui font que ça fonctionne. Bien,
Et ça se passe comment tu disais que vous composiez tous les deux et tout, que vous montrez, ça part d'un riff et tout, mais je veux dire, vous enregistrez avant de montrer ça au bassiste, au batteur, enfin tout se passe après en répète, et vous arrivez avec vos riffs, ou est-ce que vous enregistrez, vous, des pré-maquettes tous les deux Enfin, ma question c'est, est-ce que tu es un peu home studiste aussi Je voulais y venir, bah, très bien, donc tu lis dans mes pensées. C'est vrai qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Mais c'est vrai que Mathieu et moi, on aime bien faire nos petites maquettes déjà chez nous, faire ça tous les deux. Après, niveau basse et batterie, on fait quasi rien. Je fous un supérieur drummer, juste un jack tout le long de la chanson, et ensuite mon batteur, il sera content de faire ses parties. C'est pas moi qui écris les parties. Oui, bien sûr. Mais sinon, niveau guitare et voix, on leur envoie une espèce de maquette témoin, un brouillon, pour qu'ils entendent déjà avant qu'on arrive en répète, pour qu'ils aient une idée de ce qu'on va faire et qu'ils puissent déjà commencer à réfléchir à leur partie. Et puis ensuite, ils arrangent ça en répète. Mais c'est vrai que après, ils m'ont déjà dit que je sais qu'à l'époque, mon bassiste et mon batteur préféraient que les compos viennent de jam en répète, tout simplement, des trucs un peu plus naturels. Mais c'est vrai que moi, j'ai cet esprit, et Mathieu aussi, on aime bien avoir nos trucs déjà faits, déjà réfléchis à la maison pour leur après aussi, quand tu faisais tes vidéos YouTube au début, j'imagine que déjà tu devais bidouiller avec un séquenceur pour tes playbacks et tout, donc tu as cette culture-là aussi. Oui, ouais, et puis même pour les compos, c'est vrai que je suis jamais très à l'aise quand ça vient de l'impro. J'aime bien avoir partir d'un truc que je connais et puis avoir le temps d'y réfléchir. En impro, j'ai toujours l'impression de me dire, allez, j'ai la pression, il faut trouver quelque chose. Même si c'est de la merde, on va essayer de monter quelque chose. Et puis, c'est vrai que c'est plus naturel, mais quand c'est pour une compo, je préfère avoir le temps d'y réfléchir et de bosser ça tranquille, sans la pression, pour ensuite leur dire, voilà, j'ai réfléchi, je verrai ça comme ça. Et puis après, on peut en reparler et puis modifier des trucs. Mais point de départ, j'aime bien être tranquille avec Mathieu, enregistrer des petits trucs. Voilà. Et tu fais ça sous quoi avec quel logiciel, quel matos Alors, j'utilise la même chose que ce que j'utilise dans la plupart de mes vidéos YouTube. J'enregistre ça sur Reaper. Je n'ai pas du matos haut de gamme. Franchement, j'utilise Reaper depuis que j'ai commencé YouTube. J'ai une carte son Focusrite Scarlett Solo, la toute petite. Ça marche très bien. Ouais. Franchement, de toute façon, pour ce que je veux en faire, c'est largement suffisant. Et puis, en logiciel de simulation d'ampli, j'ai BiasFX Positive Grid aussi qui est pas mal en simulation de mon supérieur drummer qui me fait mon petit boomshak derrière. Et puis j'ai mes petites enceintes Yamaha qui marchent très bien, là, les HS5. Voilà, j'ai ma petite installation, c'est rien de professionnel, mais pour ce que je veux en faire et pour YouTube et mes maquettes, ça suffit largement, quoi. Et là, tu parlais de BiasFX, justement, tu utilises beaucoup, parce que tu as parlé de ta chaîne et ton ampli Orange, mais il t'arrive d'utiliser comme ça des simulateurs d'ampli, je parle même hardware, parce qu'il y a AccessFX, Kemper, tout ça. Enfin, quel regard tu portes sur ces machins-là ? Alors, j'ai jamais testé tout ce qui est Kemper, Eleven Rack et tout. Alors, je porte pas un regard négatif, c'est juste que pour moi, c'est pas forcément fait pour notre style de musique. C'est vrai que notre style de musique est un peu plus old school, classique rock. On est quand même attaché aux gros amplis, aux stacks à lampe et tout. Mais je sais que ça marche très bien, tout ce qui est AccessFX dans tous les. J'avais vu une interview je crois que c'était tout le groupe d'Alice Cooper qui tourne que avec des AccessFX ou des Kemper, je sais plus ce que c'était. Mais je sais que dans tout ce qui est musique, ou même dans des groupes plus récents, du métal un peu plus moderne, ça marche énormément, mais je trouve que ça n'a pas le charme, visuellement déjà, ça n'a pas le charme des vieux amplis à lampe, et c'est vrai que nous, on est un peu plus du côté lampe, mais je conçois que ce soit pratique et que ça sonne, quoi. Après, donc en live, je tiens à mes stacks, et quand je suis chez moi, par contre, j'enregistre très très rarement avec de vrais amplis, déjà parce que je suis en appartement, et que juste brancher une guitare dans une carte son, c'est super simple, et puis j'ouvre le logiciel, j'ai mes presets déjà enregistrés. Oui. Et voilà, j'ai mes habitudes comme ça, et je trouve ça super simple en fait comme config. Tu joues fort ou pas Non, quand tu joues, parce que tu dis que tu préfères un vrai ampli, mais est-ce que tu joues fort ? Parce que souvent, ce qu'adorent les gratteux, c'est sentir le truc, le bas-ventre. Les cheveux qui bougent, quoi. Sinon c'est pas drôle, quoi. Oui, puis les graves qui te chatouillent le bas-ventre, quoi. Je saurais pas te dire parce que j'ai pas trop de points de comparaison. Je pense qu'on joue fort, mais
j'ai entendu quand même largement plus fort. Et surtout, moi, la façon dont sont orientés mes amplis, souvent, j'ai pas envie que les gens au premier rang s'en prennent plein la gueule. Donc, j'ai tendance à faire attention. Ou pareil, on avait une config de scène il y a quelques mois où en fait, mes amplis étaient de chaque côté du praticable batterie. Et du coup, en fait, mes amplis n'étaient pas, je les avais pas directement dans la tête, c'était mon bassiste et mon guitariste qui les avaient. Du coup, j'avais pas envie de les mettre à blinde parce que c'est eux qui s'en prenaient plein la tête. J'avais le son dans les retours, donc c'était moins flatteur. Donc, ça dépend vraiment des configs. Quand je peux les pousser sans faire chier personne, je le fais. Mais ça arrive rarement. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai l'atténuateur, donc ça me permet déjà de bien exploiter l'ampli. Et en termes de volume, je pense qu'on joue comme un groupe de rock, quoi. C'est fort, mais c'est pas non plus d'accord. Ouais, généralement, c'est quoi? Tu mets l'ampli derrière toi, du coup, tu l'entends quand même un peu, quoi. Là, tu disais que tu l'entendais pas, mais généralement, tu essaies quand même de l'entendre un peu, de faire un mix entre le retour qui est devant toi et l'ampli derrière, c'est ça? C'est vrai. Ouais, le retour, je trouve jamais ça très flatteur, le son. Donc, j'essaye d'en prendre le moins possible et d'entendre le plus ce que je joue derrière. Mais et puis là, depuis quelques mois, on est plus au retour. On est passé en ear monitor, donc il y a ça aussi. Mais comme je tiens au son d'ampli sur scène, en fait, je mets qu'un seul ear. Donc j'ai un ear où souvent j'ai ma voix à blinde, et le reste, j'essaie de l'entendre avec mon oreille libre. C'est un peu bizarre, mais j'aime bien faire ça. Ouais. Ah bah, c'est vrai que t'es chanteuse aussi, donc ça, le retour, ça change encore beaucoup de choses, quoi. Parce que il faut avoir 2 retours, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Mais c'est vrai que tout ce qui est guitare, je préfère vraiment entendre le son qui sort directement de mes baffles et pas soit qui repasse dans une oreillette, soit dans un retour par terre. Ça sonne jamais pareil. En fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu joues mieux quand tu es content de ton son. Parce que quand tu as un petit son pourri, c'est dur des fois de sortir un solo quand tu dis c'est pas terrible, quoi. C'est clair. On a une question sur le chat de Rocklint qui demande: Laura, quelle marque d'ampli as-tu utilisé auparavant, à part Orange, lesquels t'ont le plus marqué? Alors sur scène, je crois que depuis qu'on fait des concerts, j'ai toujours été sur Orange, enfin, j'en suis sûre, même avant mes Rocker Verb, j'avais un Dual Terror qui était un peu plus portable, mais il faisait pas le poids face au gros JMP de Mathieu, du coup je suis passée à autre chose. C'est la guerre. Je vais acheter un truc que je peux transporter moi-même, et au final je me suis dit non, mais lui il a la grosse artillerie, moi j'avais un petit Dual Terror avec un 212 qui sonnait très bien. Mais juste, c'était pas aussi gros qu'un 412 Marshall avec un JMP. Donc, je suis passée. Là, les Rocker Verb ont largement le truc. Et du coup, avant, par contre, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'amplis. Avant, j'avais du Vox, mais c'est jamais sorti de chez moi. C'est des Vox que j'avais. J'ai commencé avec des petits Valvetronics. Je sais pas si ça existe encore, les séries Valvetronics, VT15, VT30. Les petits amplis, c'était des amplis hybrides à simulation mi-lampe, mi-distor, et ça marche bien pour jouer à la maison. Mais maintenant, je trouve que pour jouer chez moi, je préfère largement les simulations sur les logiciels genre type GasFX. Donc ouais, j'ai eu des Vox Valvetronics. J'ai aussi eu un Vox AC30, mais que j'adorais pour le son country, mais que j'ai revendu parce que il pesait très lourd et puis c'était trop puissant pour chez moi. Ah bah oui. J'ai fait la connerie de la C30 aussi en ma part. Tu le regrettes très très vite. Voilà, c'est pas dur, les voisins te dégagent. Comment se fâcher avec un pâté de maison, quoi. Non, sinon c'est tout. Sur scène, j'ai toujours eu que du Orange. Après, on a déjà eu du matériel de prêt en concert. Parfois, ça nous arrive de pas voyager avec notre matériel et de demander du matos de location. Et bon, évidemment, je demande tout le temps du Orange en priorité, mais quand ils ne peuvent pas l'avoir, on se retrouve avec des Marshall JVM ou JCM 2000 qui sonnent bien aussi. Après, c'est simplement que le matos de location parfois est rincé, donc c'est un peu compliqué. Comme à la Luna Rossa. Justement, on répète à Luna Rossa. Et je trouve que les choix d'ampli pour les studios sont quand même pas mal. C'est trop bien. T'as un stack Rocker Verb 100 que tu peux prendre. C'est trop bien. C'est vraiment cool. Et tu l'utilises comment d'ailleurs ton ampli? Tu le mets quoi à la limite du moment où ça crunch et après tu boostes avec les pédales? Tu fais comment? En fait, t'as deux canaux. Donc t'as un canal clair. Je devrais m'en servir parce que je m'en sers pas, mais il sonne bien. Mais je suis sur le canal overdrive et ce que je fais, c'est que mon potard de gain est quasiment tout le temps à midi, à la moitié ou un peu avant.
mais je trouve qu'il crunch assez vite quand même. Et puis voilà, donc ça c'est mon son de base. Et puis ensuite je grossis avec les pédales en fonction des chansons. D'accord. Bon bah super. Et alors le futur, du coup, parle-nous un petit peu de ton futur. Comment ça va se passer s'il n'y a pas de reconfinement en septembre, parce que je sais qu'en ce moment on parle de ça un peu. Donc, déjà, s'il y a un reconfinement, j'espère que on le fera avant l'été prochain, parce que là, toutes nos dates, on avait des super dates cet été qui sont reportées à l'été prochain. Donc pour moi, le pire, ce serait qu'on soit reconfiné l'été prochain. Ah oui, j'espère pas. C'est pendant toute l'année et que ça refasse la même chose, là, ce serait catastrophique. Mais sinon, là, du coup, comme j'ai profité pour avancer un peu au niveau des maquettes et des prochaines compos, on va bosser ça avec le groupe en priorité. Et puis j'espère que là, c'est dur à dire au niveau du futur, parce que j'ai l'impression qu'avec toutes ces histoires de virus, tout est incertain. Donc je suppose qu'on va reprendre les concerts petit à petit. On devait avoir une tournée en Allemagne en septembre d'une quinzaine de dates, et finalement qui a été annulée, même si je pense que théoriquement on aurait pu le faire. Notre tourneur allemand le sentait pas, pense que les gens sont pas encore prêts, qu'on va pas vendre assez de tickets, donc il préférait reporter. Et cette tournée était déjà un report de ce qu'on devait faire en avril, donc ça commence à faire long. Là, du coup, je pense que c'est reporté en mars de l'année prochaine. Donc je pense que les prochains mois ça va encore être un peu long, un peu vide, mais en attendant, au moins les studios de répète ont réouvert et on peut se réunir avec le groupe. Donc déjà, ça c'est une chose. Donc on va se concentrer sur toute la partie prochain album. Je pense, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'on rentrera en studio, mais et je pense que là, de ce que je vois dans notre agenda partagé avec le groupe, je pense que nos concerts vont reprendre petit à petit, mais plus à partir d'octobre, à mon avis. Je pense que là, cet été, septembre, ça va être assez vite, mais à partir d'octobre, j'ai l'impression que les programmateurs commencent à être un peu plus confiants et un peu plus optimistes, donc on verra comment ça se passe, quoi. Et ça t'intéresserait de faire du contenu, genre de streamer justement avec ton groupe, du coup vu que vous pouvez pas faire de concert, de peut-être toi de poser une caméra dans la salle de répète et puis de faire un concert en streaming, ou des trucs comme ça, vous y avez pensé ou pas? Je suis pas contre, mais je suis pas certaine du résultat, en fait. Comme je suis pas très orientée enfin c'est bizarre parce que je viens de YouTube, mais je suis pas très orientée technologie. Et si c'est faisable avec une bonne qualité et tout, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je suis quand même plus. J'ai vraiment envie de refaire des vrais concerts en live avec des gens. Je pense, comme je te disais, je me lasse un peu même à regarder. Au début, je voyais mes artistes préférés qui faisaient tout le temps des petits concerts de chez eux, et j'adorais regarder ça les premières semaines. Mais là, j'en peux plus. Je veux juste sortir des salles de concert et dans des festivals, quoi. Je sais pas si vous avez vu des images, j'avais vu une image de concert, je sais plus où, sur internet, où t'avais la distanciation sociale dans le public. Ça fait trop bizarre. Un vrai concert. C'était un vrai concert, mais genre avec des gens dans la fosse, mais à 1 mètre de distance, tous de chacun, avec genre des marques au sol, et puis genre chacun sur une croix, quoi. Ça va être un peu, parce que nous on a un concert, notre prochain concert finalement est le 12 juillet, donc il y a dans pas longtemps, la mi-juillet. Et ils ont mis en place, ce sera un espèce de mini-festival près de chez moi dans le 91, et ils ont mis en place un système de box, de réservation de box. Ça va être comme des petits, si j'ai bien compris, des petits enclos en bois. Et tu réserves sur le site du festival, en fait, et tu réserves, tu dis je viens à 1, 2 ou 3, et en fait ils vont placer, je pense, des espèces de petits box en bois où les gens vont être donc, je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça va être expérience. Attends, mais c'est comme à l'opéra finalement. C'est quand t'es dans ton petit box, c'est le petit poulailler comme ça. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je pensais, Grégoire, ton truc de distanciation sociale, ça va ressembler, au concert de country où les gens ils dansent là devant, ils sont tous espacés, ils font les mêmes gestes et tout. Ça va ressembler un peu à ça, quoi. Tu vois. La Riverdance, c'est ça, ou je sais pas quoi là. Et, ça peut être sympa. Bon, en tout cas, on a hâte quand même de te revoir, soit sur scène en vrai, ou peut-être, je sais pas, si tu veux qu'on t'aide pour streamer, moi, il n'y a pas de problème, hein, si tu veux. La partie j'y penserais, technique. mais bon, moi, je compte vraiment sur vrai concert, même si c'est avec des systèmes de distanciation et tout, pour moi, ce sera toujours mieux. Et puis, en attendant, je vais essayer de bosser un peu sur ma chaîne YouTube aussi, essayer de poster du nouveau contenu, parce que ça commence à manquer, mais... T'as des idées d'ailleurs de contenu sur ta chaîne ou tu... Oui, je m'étais fait toute une liste avec comme je te disais, plein de bonnes résolutions. Il faut que je poste ça, ça et ça. Et la liste est toujours, je crois que j'ai rien. D'ailleurs, je voulais faire je pense que ma prochaine vidéo ou celle d'après, je sais pas encore, ce sera une vidéo spéciale,
Q&A, questions-réponses pour les spéciales 100 millions de vues. J'ai atteint les 100 millions de vues. Alors voilà, si vous voulez me poser des questions, j'avais fait un espèce de petit sondage sur Instagram il y a quelques semaines en disant posez-moi vos questions, je vais essayer de les regrouper, je ferai une vidéo YouTube, donc je peux faire une petite vidéo comme ça, juste où je discute musique, et un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Ouais, c'est cool. Bon, bah très bien. Bah écoute, merci Laura. En tout cas, je sais pas si Arnaud et JB, vous avez des petites questions qui j'ai un restent. dernier Allez, truc, vas-y. Laura. Je sais que tu étais utilisatrice de micro Lolar, et je voudrais savoir si ta Les Paul Junior s'est vu monter direct avec un Lolar ou si tu as conservé le P90 de chez Gibson. C'est toujours le micro d'origine. J'utilise toujours les Lolar, mais là, la guitare en l'état, elle sonne. Donc je me suis dit, je vais pas monter un nouveau micro juste pour monter un nouveau micro, quoi. Ouais. Donc, mais c'est vrai que je joue toujours sur Lolar et la plupart de mes autres guitares en sont équipées. Mais voilà, comme je te dis, en l'occurrence, ça sonne, donc j'y touche pas. Mais non, Il y a une guitare chez Gibson qui te fait l'œil là, dans la nouvelle série 2020, un truc où tu l'as vu en photo et tu dis tiens, celle-là, je l'essaierai bien. Bah franchement, non. Je suis contente de tout ce que j'ai. Et je crois que justement, là, la Junior, c'est celle que je voulais. Et j'ai déjà, en complément de ça, parce que mon rêve à l'époque, c'était toujours la Les Paul Burst, soit un Honey Burst, soit un Ice-T. Enfin, j'ai toujours été fan de ce genre de finition. Et du coup, quand j'ai eu mon premier salaire à l'époque, quand j'avais trouvé un petit job de vendeuse, ça a été mon premier achat. Je me suis acheté d'occasion une Gibson Les Paul classique de 97 avec une superbe table Honey Burst. Et du coup, j'ai ma table Burst. Et du coup, j'ai plusieurs guitares et je pense que je suis arrivée à un point où j'ai tout ce que je voulais. Donc, je rêve pas de guitare qui coûte des milliers et des milliers d'euros. Je suis juste contente de ce que j'ai là. Par exemple, la petite Junior, je crois que c'est une guitare qui coûte dans les 1400, quelque chose comme ça, qui est hors de prix. Et elle me plaît, j'en suis super contente. Et là, je suis contente de me dire, je rêve de rien. C'est génial. Tu crois que ça m'arrivera un jour, JB, ça ou pas? Bah non, nous on se réveille tous les jours, on veut 50 guitares et on les achète. C'est un scandale. C'est un scandale. En vrai, on les achète. mais demain, je vais te dire que j'ai acheté autre chose. T'as trop de chance, Laura, franchement. Nous, il y a des guitares partout. C'est une horreur. C'est l'enfer. J'ai une petite basse récemment. J'ai trouvé une petite basse sur Le Bon Coin, une Gibson. Attends, je vais l'attraper parce qu'elle est à côté. Vas-y. D'ailleurs, je fais des gros bisous à Esther qui est sur le chat là, et qui a une question pour elle. Esther, je vais attendre que Laura remette son casque. Mais elle est trop bien. Elle est trop bien, ouais. Elle est trop belle, cette basse. Ouais, c'est. Elle est trop belle. Je l'ai trouvée super cool. J'ai trouvé l'annonce sur Le Bon Coin et sur un coup de tête, je me suis dit tiens, elle est pas loin de chez moi. C'est une petite SG basse corail. Et c'était une édition limitée, mais pas un truc qui coûtait très cher. Et j'ai eu un coup de cœur. En plus, c'est une short scale, donc pour une fille, c'est pas énorme. Et je me suis acheté ça. Je crois que c'est mon dernier achat d'instrument. Et elle est vraiment cool. Ça me motive à faire de la basse, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Alors, j'ai une question sur le chat d'Esther, donc qui bosse avec nous, et qui demande une nouvelle collaboration prévue avec Madame Fender, Gaëlle Buswell. Alors, je connais pas Gaëlle Buswell. Ouais, regardez, elle fait un peu blues rock folk. C'est super sympa ce qu'elle fait. Alors, pour l'instant, on n'a rien de prévu toutes les deux. À part si, on a prévu un truc, mais c'est pas une collaboration musicale, c'est que donc je suis copine avec elle et puis on discutait un peu pendant le confinement. Je lui ai dit que je m'étais mis au skate et elle s'est mise au roller. Donc là, pour l'instant, nos prochains projets, c'est aller YouTube des balades. Oui, c'est ça. Donc les projets là, c'est des balades en skate et en roller. Et musicalement, je pense qu'on refera des choses parce que je l'ai invitée sur notre release party au Trabendo en décembre dernier. Elle m'a invitée sur des concerts à elle aussi, qui a fait de la danse et tout. Et c'est vrai qu'on adore jouer ensemble. Donc, je suis certaine que d'ici la fin de l'année, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on sera amené à se recroiser sur scène, ni ce qui va se passer niveau concert. C'est un peu dur à dire, mais c'est sûr qu'il y aura des collaborations encore sur scène et puis peut-être en vidéo sur Internet, c'est ça. Ouais. Attends, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle le punk à roulette, là, le truc des années 90, là, avec Blink 182 et tout. Là. C'est trop bien, Avril Lavigne. Ouais. Avril Lavigne.
Ouais, justement, en parlant de filles là et du t-shirt, du magnifique t-shirt. Justement, question. Enfin voilà, être une fille dans le rock aujourd'hui, ça se passe bien parce que en fait, on se rend compte que les milieux soi-disant progressistes de l'art ou du jeu vidéo sont toujours gangrénés à ce niveau-là par le sexisme et tout. Et toi, en fait, ça se passe bien ou c'est hostile? Alors, déjà, je fais la différence entre la partie Internet et la partie vraie vie, tournée et tout. Parce que sur Internet, je pense que les gens sont cachés derrière des pseudos et peuvent se permettre de dire n'importe quoi. J'ai énormément de commentaires positifs sur ma chaîne YouTube, mais il y a aussi pas mal que ce soit des insultes ou des commentaires sexistes, il y en a énormément, mais franchement, je m'en fiche, quoi. Je passe carrément au-dessus. Donc là, sur Internet, il y a des réactions. Du fait que je sois une fille, je sens, ça se sent dans les commentaires. Par contre, et c'est ça qui m'importe le plus, quand on est en tournée, en live et qu'on rencontre de vraies personnes, soit des fans, des programmateurs, qu'on croise d'autres groupes, je crois que j'ai jamais eu, très rarement de mauvaises expériences. Ou alors avec des gars bourrés en fin de soirée qui sont un peu lourds. Mais ça arrive à tout le monde, ça, et je vais pas dire que je me sens mal dans ce milieu à cause de ça. Mais surtout qu'il y a aussi des meufs bourrées un peu lourdes. Ça existe aussi. En Espagne, j'en ai fait les frais. J'ai eu des fans qui étaient comme ça, des filles qui étaient complètement bourrées, qui sont venues me voir après les concerts. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, ça aurait été un garçon, ce serait beaucoup moins bien passé, ça aurait été très lourd. Alors que la fille, ça me faisait rire. Je me suis dit, elle est pas méchante, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que en live, dans la vraie vie, en tournée, c'est beaucoup plus positif que les choses qu'on peut voir sur Internet, et c'est ça le plus important. Donc non, franchement, je me sens très bien, je suis très bien entourée, mon équipe, que ce soit mon groupe. D'ailleurs, on a changé de bassiste récemment, maintenant c'est une fille aussi. On ne cherchait pas de fille, mais elle s'est présentée et ça a bien fonctionné. Mais j'ai toute mon équipe, j'en suis très, très contente, mon manager, tourneur, notre équipe d'ingé son. Et pareil, on a toujours de bonnes expériences en live avec les programmateurs dans des festivals. Je suis très très contente. Je dis pas que c'est facile, il y a plein de trucs, genre du matos à décharger, des trucs vraiment chiants à faire, mais globalement je suis très contente de ce qu'on fait, donc non, je vais pas me plaindre, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de garçons dans ce domaine, mais en soi ça me dérange pas, je me sens bien avec eux, on s'entend bien, puis, tout va bien, quoi. Super. En parlant de filles qui jouent de la guitare, j'aurais quand même fait un petit hommage au film Freaky Friday, qui je crois t'a aidé à jouer de la guitare, et moi aussi, parce que je suis très girly. Donc voilà, Lindsay Lohan qui joue de la guitare, ça a déclenché. Ça doit être pas mal, ça, incroyable. Je l'avais vu 2 fois au cinéma, ce film, et je me souviens, j'avais adoré. D'ailleurs, je l'ai plus là, mais j'avais un cadre derrière moi de Freaky Friday, je l'ai un peu bougé. Trop bien. Mais non, je vais me le remettre ce soir. Allez. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais adoré. Il est sorti, c'est ça, quand j'avais 13 ou 14 ans, je crois. Pareil, j'ai appris la chanson d'oreille direct et tout. Ah ouais, moi aussi, j'adore ça. Mais ça a joué, j'en ai pas parlé au début, mais ça a joué aussi dans mon apprentissage de la guitare. Bon, bah, Lindsay Lohan, si tu nous regardes. Allez, moi je dis terminé sur Lindsay Lohan. Oui, puis à l'époque c'était quelque chose, Lindsay Lohan. Maintenant, je crois que c'est un peu plus. Je sais pas trop ce qu'elle devient, mais bon, je sais pas si j'ai envie de savoir. Enfin bref. C'est-à-dire, j'ose pas regarder non plus. Moins de guitare, on va dire. Voilà. À la vision que j'avais. C'est clair, exactement, pareil. Donc voilà, les pieds chacun chez soi, c'est terminé. Merci à toi, Laura, d'être venue nous voir virtuellement. Merci à nos partenaires Sennheiser et Antelope de nous soutenir. Le podcast est en live sur Twitch, évidemment, mais aussi disponible ensuite sur YouTube, Spotify, iTunes, Deezer et n'importe quel logiciel qui gère les fichiers XML en audio, donc sur votre Android et tout ça. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, à mettre un pouce en l'air sur YouTube et en parler autour de vous. C'est tout ça le plus important finalement. Et puis voilà, puis on vous donne rendez-vous très bientôt avec un autre invité. Voilà, salut. Ciao. Ciao. Ciao.